Les enfants Tillerman par Cynthia Voigt, tome 1, C'est encore loin, la maison, chapitre 5. La journée s'annonçait splendide. Dicey resta étendu un moment à contempler le ciel sans nuages derrière le feuillage des érables et des sycomores. Les feuilles découpées traçaient des motifs savants sur le fond bleuté du ciel qui se modifiait à la moindre brise. Elle entendit James se remuer et roula sur le côté pour l'observer. Il venait d'ouvrir les yeux. Il bâillait, s'étirait. Dicey tendit l'oreille pour voir s'il prononcerait les mots habituels, ceux qu'il prononçait tous les matins, depuis leur premier réveil sur le parking désert. Il aperçut sa sœur du coin de l'œil. « Ah là là, ce que je peux regretter de ne pas avoir vu ta tête dans les toilettes pour hommes, dit-il. Samy m'a raconté, j'ai cru exploser de rire. Ah oui, Dicey est très androgyne, très gender fluid, et elle se fait passer pour un garçon, parce que c'est plus facile d'être un mec qu'une meuf. Je l'ai remarqué. Comment va ta tête ? James tourna la tête de droite et de gauche. Presque bien. Comment ça, presque ? Tu as toujours mal ou pas ? James se réfléchit une seconde. Pas réellement. Elle ne me fait pas vraiment mal, mais j'ai l'impression qu'elle pourrait me faire mal. Dicey se redressa et s'assit en tailleur. Impossible de repartir tant que James ne serait pas complètement rétabli, se disait-elle, intraitable. On ne plaisantait pas avec la santé. Ce serait donc un jour de plus à passer dans le parc. Il ne restait plus que des pommes dans leur sac à provisions, et Dicey jugeait préférable de les garder en réserve, par mesure de sécurité. Aussi descendirent-ils à la petite plage, en laissant James au campement. Mais déjà 2 ou 3 familles avaient pris possession de la crique. Les Tillerman mangèrent donc leurs pommes au petit déjeuner. « Normal, c'est le week-end qui commence, » expliqua James. « Il va y avoir beaucoup de monde. » Un peu partout, et surtout sur les plages. Peut-être, mais qu'allons-nous faire ? Lui demanda Dicey. Oh, je sais, on va essayer d'aller pêcher dans les marécages. Ça devrait être relativement tranquille par là-bas. Mais toi, tu restes ici, conclut-elle à l'adresse de James. Oui, Danny, appela une voix depuis le chemin. C'est toi qu'on entend par là ? C'était Eddie, et Dicey se leva pour lui indiquer où il se trouvait. Eddie s'avança suivi de Louis. Ils étaient venus, expliquèrent-ils, pour voir comment allait le 4e larron, et pour prévenir toute l'équipe que c'était le week-end et qu'il y allait avoir beaucoup de monde dans le parc. Eddie portait sous le bras quelque chose de volumineux, en forme d'instrument de musique. Elle s'assit à côté de James et cala l'instrument sur ses genoux et son épaule. Elle plaqua quelques accords. Les cordes rendaient un son entre harpe et banjo. « Ça te plaît ?» demanda-t-elle à James. « Qu'est-ce que c'est ?» Un genre de sitar, en plus moderne, tu vois. On appelle ça une auto-harpe. Écoute. Et elle chanta la chanson un peu triste d'une jeune fille qui voulait suivre son fiancé à la guerre. Moi, j'aime ça, déclara Maybeth lorsqu'elle eut fini. Moi aussi, tu sais, dit Eddie. Que veux-tu que je te chante d'autre ? Mais Maybeth secoua la tête. Dicey regarda Eddie par-dessus la tête de James et demanda. Connais-tu Jolly Peggy-O ? Bien sûr, dit Eddie. Elle baissa la tête sur sa cithare et ses cheveux retombèrent en rideaux. Elle plaqua quelques accords, puis tourna son visage vers eux et chanta. Mais ce n'était pas la version qu'il connaissait. Il y était question de William, l'imposteur, qui séduisait la jolie Peggy et l'entraînait à fuir, pour la tuer ensuite. Elle menait la chanson au tambour battant, en tirant de son instrument des accents cruels et métalliques. « Tu chantes bien » remarqua James. « Dites, moi je croyais qu'on y allait, » dit Sammy. « Vous alliez où ?» s'enquit Eddie. « Pêcher, » répondit Dicey. « Vous avez pris le fil et l'hameçon » s'assura James. « Et les vers ?» Allons bon, les vers. Dicey n'y avait pas songé. Mais James pensait toujours à tout. On pouvait lui faire confiance. Dicey lui pardonna intérieurement son manque de persévérance de la veille et son insouciance sur les rochers. Elle sortit de sa poche la boîte de cachou et formula le vœu que les vers déterrés, le jour précédent, n'eussent pas encore trop triste figure. « Et si nous restions avec James ?» proposa Eddie. Dicey n'y voyait pas d'inconvénient. À peine Dicey, Maybeth et Sammy furent-ils hors de portée de voix que Sammy annonça tout à trac son intention de ne pas suivre le mouvement. Il irait au terrain de jeu. Il ne voulait plus marcher, jamais. Il n'avait pas envie de partir en exploration. Non,
Il ne ferait pas de bêtises. Oui, ça lui était bien égal d'être tout seul. Il n'irait pas avec eux. Dicey pouvait bien raconter tout ce qu'elle voulait. Dicey pesa le pour et le contre. Après tout, c'était vrai. Il n'y avait pas grand risque à le laisser sur le terrain de jeu. Elle lui fit seulement promettre de regagner le campement sitôt qu'il en aurait assez de se balancer. Interdiction absolue d'aller ailleurs. Et surtout, ne parle à personne. Pourquoi voulut savoir Samy. Tu sais bien, il ne faut pas parler de nous. Je ne le ferai pas. Je suis pas idiote tout de même. Et pas des dangers que représentent les adultes pour les enfants. Enfin, je sais pas. Surtout qu'ils en ont des histoires aussi aux États-Unis. Hein. Bref, dites aussi à vos enfants de pas parler, pas faire confiance aux adultes. Maybeth et Dicey quittèrent le terrain de jeu et traversèrent le chemin de terre pour emprunter le sentier qui menait au petit terrain du camping. Non loin de là s'embranchait un autre sentier, en direction d'un tertre, d'où l'on dominait le marécage. Elles marchaient en silence, dans l'air déjà chaud du matin. On n'entendait que le bruissement des arbres et le froissement des feuilles sèches sous leurs pas. Le sous-bois s'éclaircit soudain, et elles se retrouvèrent au soleil, tout au bord d'un escarpement, en surplomb du marais. Au-dessus d'elles, sans bruit, les hautes herbes du marécage ondulaient paresseusement, dans d'étroits chenaux, serpentaient une eau tranquille. On aurait dit une aquarelle, tant les teintes en étaient douces, les herbes d'un vert pâle, le bleu de l'eau plus clair que le ciel. Elles descendirent le long d'un sentier raide et s'avancèrent sur le sol bourbeux. Un héron les observa un instant, l'air intrigué, mais confiant, avant de s'envoler sans hâte vers un secteur moins fréquenté. Des moucherons dansaient dans l'air en nuages serrés. « Que c'est tranquille par ici !» murmura Dicey. « Crois-tu qu'on va trouver du poisson ?» Son estomac coassait de la plus belle éloquente façon. Maybeth ne répondit pas. Dicey s'avança, les bras en balancier, sur le sol vaseux, à la recherche d'un emplacement à sa convenance. Là, prenant un verre dans la boîte de cachot, elle l'accrocha à l'hameçon, lança le tout à l'eau et attendit. Maybeth vint s'accroupir à côté d'elle et s'employa à tresser des brins de jonc en longues nattes parfaitement inutiles. Dicey fit sa première prise presque instantanément. Un joli poisson mince de 15 ou 16 centimètres de long. Elle regarnit son hameçon et, moins de 2 minutes plus tard, elle sortait de l'eau un deuxième poisson, plus gros encore. Elle n'osait pas en croire ses yeux. Toutes les 2 ou 3 minutes, elle sentait une légère touche, des tentatives discrètes à l'autre bout de sa ligne. Lorsqu'elle décida qu'il y avait largement de quoi faire un repas, Dicey retira son t-shirt et enroula les poissons dedans. Elle se mit à fredonner tout bas. Tant qu'il pourrait pêcher, il ne mourrait pas de faim. Elle fit un petit signe à deux têtes à Maybeth. « Tu viens ? On rentre. Il n'y a plus qu'à les faire cuire. » Ah, illustration, regardez l'écran. Je vais faire le focus, hein, ça arrive. Voilà. 17 pêche des poissons. Tout irait bien. Il pourrait attendre le complet rétablissement de James. Elles firent halte au terrain de jeu, mais Samy n'y était plus. Dicey pressa le pas en direction du camp. James s'y trouvait, seul. Toujours assis par terre, il grattait vaguement le sol de la pointe d'une brindille. Dicey sentit son cœur faire un bond. « Et Samy !» cria-t-elle. Jamais non, jamais elle n'aurait dû le perdre de vue si longtemps. « James, tu n'as pas vu Samy ?» À cet instant, Samy surgit de derrière un rocher. Dicey poussa un petit cri de soulagement. « Regardez, dit-elle en déroulant son vêtement. Qui a faim ?»« Pourquoi tu te cachais ?» demanda Maybeth à Samy. « Parce qu'on avait entendu vos pas. On ne savait pas qui c'était. » Tout en parlant, il scrutait attentivement le visage de Dicey. « J'ai trouvé quelque chose !» annonça-t-il à l'air prudent. « Quoi donc ? Fais voir. Il va nous falloir du bois aussi, pour faire cuire le poisson. » Samy était retourné derrière son rocher. Il en revint muni d'un sac de supermarché qu'il déposa au pied de Dicey. « Regarde !» Des sandwichs œufs mayonnaise, un sachet de chips, des sandwichs au jambon, des tronçons de céleri au beurre, de cacahuètes, un paquet de biscuits, des assiettes et des verres en carton, des serviettes en papier.
James, silencieux, observait la scène. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Dicey. « Dans les bois, abandonnés, derrière les sanitaires. Et il y a des gens qui m'ont donné un hot-dog aussi, mais je l'ai mangé avec eux. Ils avaient du ketchup. J'avais faim. »« Sammy, » reprit Dicey à mi-voix, « ça m'a tout l'air du pique-nique de quelqu'un. » « Il l'avait peut-être oublié ?» suggéra Sammy. « Ce n'est pas vrai, tu ne l'as pas trouvé dans les bois. »« Si, c'est vrai, » soutint Sammy. « Mais qu'est-ce que ça peut faire ?» intervint James. « C'est nous qui avons faim, ce n'est pas eux. Eux, si ça se trouve, ils sont aussitôt retournés au magasin pour acheter autre chose. Bien, ils sont rentrés chez eux pour voir ce qui restait au frigo, alors que nous, on en a besoin. » Il n'avait pas entièrement tort. « N'empêche que c'est du vol, » insista-t-elle. « Tu parles pour un pique-nique ?» plaida James. « Louis dit que tout le monde devrait avoir le droit de manger à sa faim. »« Comment ? Parce que Louis est au courant ?» ?»« Non, ils étaient déjà partis quand Sammy est revenu ici. »« Sammy, dis-moi la vérité !» ordonna Dicey. « Ils étaient posés sur une de ces tables, tu sais. 2 sacs comme ça, sur la table. Alors moi, quand j'ai vu que personne ne regardait, j'en ai pris un, rien qu'un. Je voulais qu'on ait tous à manger, je voulais aider moi aussi. » Dicey comprenait. « Possible, mais ça n'empêche pas que c'est du vol. Et chez nous, on ne vole pas. »« On ne vole pas, tant qu'on peut s'en dispenser, songeait-elle, tant qu'on ne meurt pas vraiment de faim. Et même si un jour, hélas, il n'y avait pas d'autre solution, ce serait à elle de le faire, pas un petit bonhomme de 6 ans. « Moi, je trouve que c'est bien joué de sa part, » dit James, « et courageux. »« J'ai couru ?» plastronna Sammy. « C'était difficile, pourtant, avec ce sac, mais personne ne m'a attrapé. »« J'en suis heureuse, » commenta Dicey en ébouriffant cette meule de foin qu'étaient les cheveux de son petit frère. « Je me demande bien ce que nous aurions fait pour te récupérer, si tu t'étais fait prendre. »« Tu aurais essayé de me récupérer ?»« Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois ?»« Je ne sais pas. On se tient les coudes, tous les 4, non ? On aurait fait l'impossible pour te récupérer. Mais dis-toi bien que ça n'aurait pas été facile. Aussi, je suis bien contente que tu sois là. » Ils mangèrent d'abord le céleri et les sandwichs à l'œuf parce que la mayonnaise ne se gardait pas. Le reste de la trouvaille de Sammy fut mis de côté pour un autre repas. Pendant ce temps, les poissons grillaient sur le petit feu qu'ils avaient allumé. Même James était pleinement rassasié lorsque le déjeuner fut terminé. Ils passèrent tranquillement à l'ombre le reste de cet après-midi long et chaud. Mais lorsque revint la fraîcheur du soir et que les amateurs de plage eurent enfin déserté les lieux, ils descendirent tous 4 au bord de l'eau. James s'assit à la lisière des vagues, les autres jouèrent à chat perché jusqu'à la tombée de la nuit. James aspirait au calme. La chaleur, disait-il, avait réveillé son mal de tête. Cependant, il assura à Dicey qu'elle n'avait pas à s'en faire. Il allait mieux, petit à petit. De retour à leur campement, ils y trouvèrent Eddie et Louis qui les attendaient. « James, on a quelque chose pour toi, » lui dit Eddie. Elle lui tendit un petit sac en papier contenant 2 oranges. « Oh, merci !» dit James. « Elles ont l'air extra. » Il en pela une sur-le-champ et la dévora. Mais Dicey, déjà, s'était emparée de la seconde. Elle l'éplucha, la partagea en 2, en tendit une moitié à Maybeth, l'autre à Sammy. James se parut sur le point de dire quelque chose, puis il se ravisa. « Il faut que je vous raconte, » dit Eddie, presque invisible dans la pénombre. « Quoi donc ?»« Merci, Croc, pour le lurk. J'espère que tu vas bien. » Quand on était dans le magasin à l'entrée du parc pour y acheter les oranges, il y avait là un bonhomme en train de faire ses emplettes, et il racontait à qui voulait l'entendre qu'on leur avait volé leur pique-nique. « Ouais, c'était un gros bonhomme, » enchaîna Louis. « Genre grosse légume. Il demandait où allait le pays si maintenant on se faisait voler son pique-nique dans les parcs nationaux. Il a même dit que c'était probablement des drogués. Il voulait appeler la police. À ce moment-là, le type qui tient la boutique a suggéré que c'était peut-être quelqu'un qui avait voulu faire une farce. Le bonhomme a répliqué que s'il pouvait mettre la main sur le plaisantin, il lui montrerait ce qu'il pensait. Tiens, il me rappelait ton père, Eddie. Pas toi ? C'est tout à fait comme ça qu'il réagirait. Tu ne crois pas ? Enfin, là-dessus, il te sort un portefeuille bourré à craquer de gros billets et en tire 1 ou 2 liasses, 1 ou 2 d'une liasse épaisse, comme ça, tout en continuant à se lamenter sur sa malchance. En tout cas, celui qui lui a piqué ses provisions, moi, je lui souhaite bonne chance. Pourquoi ? Demanda James. Parce que les types comme ça, avec de gros comptes en banque,
dont ils ne savent que faire, sont les premiers à lancer la police sur les pauvres bougres. Les petits, comme nous, comme vous. Dissay se leva pour aller jeter à la poubelle le sac en papier et les pots d'orange. Eddie l'y rejoignit sans bruit. Danny, ce n'est pas vous qui avez fait ça, si? Non, assura Dissay. Non, comment l'aurions-nous pu? Nous étions à la pêche, loin d'ici. Je me disais, tu comprends, si vous aviez vraiment faim. Mais nous n'avons pas faim, affirma Dissay. Nous avons même largement de quoi manger. Si tu le dis. Louis s'était retourné vers Dissay. Hé, Danny, il y a James qui me dit que tu as pris des tonnes de poissons aujourd'hui. Ravi de changer de sujet, Dissay lui parla des marais et de la facilité avec laquelle on y attrapait du poisson. Mais Louis fit observer que c'était interdit de pêcher dans les marécages. C'était une réserve naturelle. Je ne te dis que ça. Vas-y, mollo. Il ne plaisante pas avec ce genre d'infraction. Dissay eut un haut-le-cœur. Dans ce cas, comment se nourrir? En achetant de quoi manger, bien sûr. Le monde était fait pour qui avait de l'argent. Le monde ne se souciait pas des enfants. Eh bien, elle s'en sortirait, comme elle pourrait. Si jamais tu te faisais prendre, poursuivait Louis, les gosses n'ont aucun droit sur le plan de la loi. Aucun. C'est en partie pour ça que j'ai levé le pied, moi, d'ailleurs. Et vous, au fait, comment ça se fait que vous couriez les routes, comme ça, tout seul? Marmotta Dissay, feignant la distraction. Jamais vu une petite bande aussi secrète que la vôtre, remarqua Louis. Je ne sais même pas d'où vous venez. Vous venez d'où, au juste? Oh, d'un endroit qui n'a rien de spécial, répondit Dissay, évasive. Tu ne me fais pas confiance, dit Louis d'une voix qui hésitait entre l'affirmation et l'interrogation. Arrête de le cuisiner, Lou, intervient Eddie. Il faisait à présent si sombre qu'il ne se voyait pratiquement plus. C'était un dialogue entre plusieurs voix, comme désincarnées dans l'ombre. Non, je ne fais confiance à personne, confirma Dissay. Comme tu l'as dit, les enfants n'ont aucun droit. Le résultat, c'est qu'il faut être super prudent. Et pourquoi donc les enfants n'ont-ils aucun droit? Demanda James. Parce qu'ils sont la propriété de leurs parents, répondit Louis tout à trac, comme s'il récitait une leçon. Vos parents peuvent vous battre, vous prendre votre argent, décider de ne pas vous conduire chez le médecin, n'importe quoi. Alors bon plaisir. Il y a tout de même une loi qui dit que je dois aller à l'école, avança James. C'est un droit, ça, non? Si tu l'envisages de cette façon. Ils ne peuvent pas me tuer non plus, poursuivait James. Ce serait un meurtre, à condition qu'il y ait des preuves. James réfléchit un instant en silence. Au fond, malgré tout, dit-il, la seule personne qui puisse vraiment veiller sur moi, c'est moi. Exactement. Et ça s'apprend ça aussi. Et il y a intérêt à l'apprendre vite. Occupe-toi de toi. Et pour le reste, laisse tomber. Parce que sinon, c'est les autres qui ne te laisseront pas tranquille, tu peux me croire. Et l'amour et la tendresse, là-dedans, hasarda Eddie. Ah ouais, parlons-en, railla Louis. Parle-nous donc un peu de ton vieux, hein? Danny en sait plus long que toi. Il ne fait confiance à personne. Que faisiez-vous, vous deux, avant de venir camper ici? Leur demanda Dissay. Elle crut voir leurs deux têtes se tourner l'une vers l'autre dans l'ombre, comme pour échanger un regard. Oh, je ne sais plus, murmura Eddie lointaine. Rien de ce qui s'est passé avant ne me semble réel. Rien qui vaille la peine de s'en souvenir. Dans ce cas, compléta Louis, il suffit de dire qu'on ne faisait rien. Et maintenant, au moins, on fait quelque chose. On prend du bon temps. Pas vrai, Ed? Ils se levèrent pour prendre congé. Eddie promit de revenir le lendemain et d'apporter de la soupe pour James. Je n'ai rien contre, dit James. Les deux jeunes gens disparurent, silencieux comme des félins. Dissay prêta l'oreille, mais n'entendit pas le bruit de leurs pas. Elle se demanda un moment s'ils n'étaient pas restés aux alentours pour laisser traîner une oreille. De toute façon, peu importait. Ni ses frères et sœurs, ni elle-même ne prononcèrent plus un seul mot. La journée du dimanche s'annonça chaude. Dès les premières heures du matin, arbres et rochers s'auréolèrent d'un halo de chaleur dorée. James déclara d'emblée que ce n'était absolument pas un jour à se mettre en route. Il faisait trop chaud, tout était trop loin, et d'ailleurs il ne se sentait pas encore tellement en forme.
Aussi Dicée emmena-t-elle toute sa petite famille par le chemin de la colline jusqu'à la grande plage du parc. Elle espérait, avec raison, qu'il y aurait foule au bord de l'eau en ce dimanche radieux. Or, quoi de mieux que la foule pour passer inaperçu? James protesta, affirmant qu'il aimait mieux attendre au campement Eddie et sa soupe que le soleil lui donnerait mal au crâne. Mais Dicey fut intraitable. James venait avec eux. Le soleil, il y survivrait. Dis donc, tu crois qu'on va rester ici combien de temps encore? Finit-elle par exploser. Je ne sais pas. Je te l'ai dit, je te préviendrai quand je me sentirai tout à fait bien. Ce n'est pas ma faute quand même si je ne tiens pas la forme. Dicey ne répondit pas. La longue plage formait un croissant plat au creux d'une baie peu profonde. Des nuées d'enfants y pataugeaient gaiement, certains nageaient pour de bon. Le sable disparaissait presque sous une marée de serviettes multicolores sur lesquelles étaient vautrés des tas de gens en maillot de bain, entourés de paniers de pique-nique. Des sacs variés de transistors et de glacières portatives contenant de quoi se désaltérer. Le quatuor ira au petit bonheur, d'abord en formation serrée, puis chacun pour son compte, sans éveiller l'attention de quiconque. Ils rallièrent le camp pour un déjeuner rapide de sandwichs au jambon et de chips, et ainsi disparut la dernière trace du larcin de Samy. Puis, ils retournèrent à la longue plage. Dicey fut enchanté d'avoir échappé à Louis et Eddie. Vers la fin de l'après-midi, comme les visiteurs du dimanche commençaient à déserter les lieux, Dicey chercha des yeux James, Maybeth et Samy. Elle avait pris sa décision. Ils repartiraient le lendemain. Elle avait observé James du coin de l'œil, et elle était certaine qu'il tenait de nouveau la grande forme. Samy n'était nulle part en vue. Ni James ni Maybeth ne savaient où il était. « Pas vu depuis un bon bout de temps, » dit James. Dicey scruta l'horizon, l'étendue de sable vaseux découvert par la marée descendante. Elle n'avait pas à craindre une noyade. Samy nageait comme un poisson. Elle décida d'attendre un instant. Il pouvait très bien s'éclipser dans les bois pour faire pipi, par exemple. En effet, au bout de 10 minutes, il vit réapparaître sa petite silhouette rablée tout en haut du sentier qui dévalait la colline. Ils allèrent à sa rencontre. Comme il longeait la falaise qui surplombait le bras de mer, Dicey lui demanda où il était allé. Samy tourna la tête comme pour regarder autour de lui, puis il annonça fièrement. « J'en ai un autre. »« Un autre quoi ?»« Un autre sac avec des choses dedans. C'était les restes d'un pique-nique que les gens ne pouvaient pas finir. Je les ai regardés manger, et puis je les ai vus refermer le sac. Ensuite, ils sont allés se rincer les mains dans l'eau, et moi j'ai attrapé le sac et j'ai couru. Il est au camp. »« Bien joué, Samy !» dit James. « Non, pas bien joué du tout !» se révolta Dicey. Elle s'agenouilla pour mettre son visage à la hauteur de celui de l'enfant. « Et Samy le sait très bien. N'est-ce pas, Samy ?» Les lèvres boudeuses, il évita son regard. « Voler est mal, » reprit Dicey. « Même quand on a faim, nous n'avons pas faim à ce point, pas d'histoire. Nous n'avons jamais rien volé. Les Tillerman n'ont jamais eu besoin de voler. »« Ah ouais ?» coupa James. « Eh bien, peut-être que nous aurions dû. C'est comme une guerre, non? Tu le sais bien. Nous contre le reste du monde pour pouvoir aller à Bridgeport. Sinon, pourquoi n'as-tu pas demandé tout de suite de l'aide aux policiers qui tournaient autour de notre voiture le matin du départ ?» Dicey se souvenait très bien. « Dans ce cas, si Samy grappille quelques restes, où est le mal? Je ne vois pas très bien. »« Mieux que ça !» s'écria Samy dont le visage s'éclairait d'un sourire radieux. « Il y a de l'argent aussi, dans un portefeuille. »« Oh non !» gémit Dicey. « Samy, on ne prend pas un portefeuille comme on prend des restes de pique-nique. Il n'en est pas question, il faut le rendre. »« Non !» cria Samy. « Si !» répliqua Dicey inflexible. « Et tout de suite. Tu es bien d'accord cette fois, James ?» Même James ne pouvait pas dire non. Dicey dépêcha James et Maybeth à la pêche aux moules et au clan, et pendant ce temps, attrapant Samy par la main, elle se rua vers le campement. Il lui montra où il avait camouflé son butin. « Mais tu sais, ce n'est pas la peine d'y retourner, » protesta-t-il. « Ils sont repartis maintenant. Leurs serviettes n'étaient plus là quand j'y suis repassé. » De mal en pis. Dicey réfléchissait la tête en ébullition. Elle sortit le portefeuille du sac. C'était un portefeuille d'homme en cuir brun, et empoigna de nouveau Samy par le bras. Ils repartirent vers la longue plage au petit trot, Samy voltigeant presque. Elle aurait voulu pouvoir l'obliger à rendre le portefeuille et présenter des excuses. Mais c'était hors de question. Les risques étaient trop grands. La longue plage était déserte,
sous l'ombre que la falaise projetait sur l'eau. Mais Dicée entendit des voix monter d'en bas, quelque part. Elle demanda à Samy de lui indiquer très précisément l'endroit où il avait pris ce sac. Puis, d'un grand geste du bras, elle lança vigoureusement le portefeuille dans cette direction, sans regarder où il atterrissait. Tournant les talons, elle remonta péniblement jusqu'en haut de la crête. Elle n'attendit pas Samy. De retour sous le couvert du bois, Samy donna libre cours à son amertume. « Il y avait presque 20 dollars dedans !» Dicée se taisait. Elle cherchait ses mots. « Tu dois faire ce que je te dis de faire, » articula-t-elle enfin. « Ce que moi je te dis de faire. Et tu ne dois écouter personne d'autre. » Il hocha la tête en silence. Il avait l'air d'avoir compris. Ils firent un petit feu sur la petite plage ce soir-là. Il ne restait plus un seul visiteur du dimanche. Ils se régalèrent à s'en brûler la langue, de moules fumantes et pleines. L'odeur des algues détrempées, plus puissante encore que celle du bois humide, s'élevait avec la fumée et venait tournoyer autour d'eux. Ils avaient la peau toute salée après cette journée au bord de l'eau. Ils étaient ensemble. La lumière du jour déclina, se fondit en un soupçon de crépuscule. Les premières étoiles apparurent, piqûres d'épingles sur la soie du ciel. Ils auraient presque pu se croire chez eux, au creux de leur dune natale, s'imaginer que, lorsque mourrait le feu et que la lune monterait dans le ciel, ils n'auraient plus qu'à rentrer à la maison où Moma les accueillerait, l'air absent, et leur demanderait si la journée avait été bonne. Samy creusait des trous dans le sable et les regardait s'emplir d'eau. Maybeth disposait des coquillages et des galets ronds, selon un motif à son idée assez complexe. James s'exerçait à faire des ricochets. « On s'en va demain matin, » annonça soudain Dicée. « Tu crois ? Je suis pas sûr qu'on devrait, » protesta James. Dicée observa son frère. Il avait l'air convaincu de ce qu'il disait. « On pourra rester ici ?» renchérit Samy. « On y est pas mal. » Dicée s'assit près du feu, le menton sur les genoux. Tout en jouant avec les braises du bout d'un bâton, elle examina la situation. Il fallait repartir. Mais si James n'était pas en forme, si marcher lui faisait du mal, fallait-il attendre encore un jour de plus? Louis et Eddie s'étaient approchés en silence, et Dicée sursauta lorsque Eddie plaqua un accord sur sa cithare. Dicée était heureuse d'entendre à nouveau de la musique, mais elle avait espéré ne plus revoir les deux jeunes gens. Eddie chanta en s'accompagnant de son instrument. Louis prit Maybeth par la main et l'entraîna dans une danse effrénée, d'un bout à l'autre de la plage. Samy les escorta en dansant une gigue de son cru, tandis que James battait la mesure en frappant dans ses mains. Dicée le regarda un moment. Sacré James, il n'était pas plus mal en point qu'elle. Il s'en ira demain. Dut-elle les traîner hors du parc comme autant de sacs de sable? La danse folle s'acheva, et les danseurs essoufflés revinrent s'asseoir auprès du feu. Eddie continua de chanter. Louis avait gardé Maybeth à côté de lui. « Mais lâche cet enfant, Louis !»« Ah !» Samy s'était blotti contre Dicée. Le ciel avait viré au velours sombre. L'eau, noire et satinée, s'incurvait doucement sur le sable. « Va falloir aller se coucher », laissa tomber Dicée au bout d'un moment, profitant d'un silence. « Pas encore, Danny !» supplia Eddie en reposant sa cithare. « Voilà longtemps que je n'avais pas passé une aussi bonne soirée. » Dicée se leva pourtant. Elle épousseta son short plein de sable. Samy, qui dormait à moitié, attendait à côté d'elle. James restait assis et, malgré la pénombre, Dicée devinait son regard lourd de reproches. « Maybeth » appela Dicée d'une voix douce. Maybeth se mit debout et la rejoignit. « Bonne nuit, mon chou, » lui dit Louis. « Ah !» Maybeth ne répondit pas. « Elle ne dit jamais rien ?» s'étonna Louis. « Bien sûr que si. Quelquefois. »« Attendez, » décida Eddie, « nous allons vous raccompagner. » Ils gravirent le sentier, Louis fermant la marche. En haut de la pente, Dicée se retourna pour souhaiter bonne nuit à leurs visiteurs, dans l'espoir de s'en débarrasser, mais Louis venait d'empoigner Eddie par le bras, et il lui montrait quelque chose. Entre les arbres brillait une lumière rouge qui jetait des éclairs à intervalles réguliers.
Qu'est-ce que c'est chuchota Dicey. Boucle-la, souffla Louis. Émène-toi, Eddie. Ils disparurent dans la nuit. Alors Dicey comprit. C'était une voiture de police qui longeait le chemin en direction des terrains de camping. Vite, Dicey attira les autres dans les broussailles et leur ordonna de se mettre à plat ventre. « C'est une voiture de police, déclara tranquillement James. Elle va droit sur notre campement. J'ai jeté le sac à la poubelle, murmura Dicey. C'est là qu'ils iront regarder en premier. Je n'arrive pas à bien voir ce qui se passe, souffla Dicey. Restez bien à plat et en silence. Les feuillages bruissaient dans la nuit. Les vagues clapotaient doucement en contrebas le long du rivage. Dicey réfléchissait. On va se glisser derrière le terrain de jeu, à travers bois, en faisant un crochet par là, souffla-t-elle aux autres. On y passera la nuit et demain, en route. Mais, tenta de protester James. Dicey sentit la petite main chaude de Maybeth contre son bras. Mais rien du tout, dit-elle. Tu as été en pleine forme toute la journée et tu le sais très bien. Ne me mens plus, ce n'est pas la peine. Je ne m'y laisserai plus prendre. Ils attendirent encore un long moment, puis ils entreprirent leur large boucle à travers bois, à travers le parc sombre. Il n'y avait plus rien à voir, plus rien à entendre, hormis le bruit du vent et les insectes de la nuit. Dicey était certaine d'être dans la bonne direction, mais elle ne sut réellement où il se trouvait qu'en apercevant devant elle, par une trouée, l'espace plus clair du terrain de jeu. Ils étaient si fatigués qu'ils s'écroulèrent là, entre les troncs, pour y dormir d'un mauvais sommeil peuplé de rêves. Petite illustration de fin de chapitre. C'est le portefeuille jeté.